Bonsoir et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. France-Allemagne et la relation est historique, incontournable mais souvent très compliquée. Comme en ce moment lors du sommet européen de Bruxelles où les divergences s'affichent ouvertement sur l'union bancaire, à savoir ce projet de supervision bancaire unique pour éviter la répétition des crises. Paris veut faire vite lorsque Berlin privilégie une approche prudente et progressive. Alors comment le couple franco-allemand va-t-il s'accorder sur ce point essentiel? Analyse notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud tout à l'heure. Le ministre de l'Intérieur veut plus de naturalisation d'étrangers. Emmanuel Valls souhaite assouplir les critères imposés par le gouvernement précédent afin, dit-il, de redresser la courbe du nombre de naturalisations qui ont chuté de 30% entre 2010 et 2011. La droite l'accuse ce soir de brader la nationalité française. Plus d'éléments dans le tour de l'info. Et puis, quel est le point commun entre Mussolini, Hitler, Staline, Ceausescu, Saddam Hussein ou encore Kadhafi? Ce sont des dictateurs, vous me direz. Autre point commun, leur fin tragique et souvent sanglante. C'est l'objet d'un livre co-dirigé par l'historienne Diane Ducré, Les derniers jours des dictateurs. On en parle avec elle tout à l'heure. Voilà pour le programme. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et on débute ce journal par la déclaration du président Hollande, bien accueilli en Algérie. La reconnaissance par la France de la répression de la manifestation du 17 octobre 1961 a été unanimement saluée par la presse algérienne. En revanche, vous allez le voir, cette déclaration a été diversement appréciée en France par la droite et par les acteurs du conflit. Et les détails avec Marie Brémaud. Quelques lignes pour reconnaître un drame, celui du 17 octobre 1961. Journée meurtrière à Paris, une manifestation pacifique d'Algériens est réprimée dans le sang avec l'aval du préfet de police de l'époque, Maurice Papon. Le bilan est lourd, des centaines de morts selon certains historiens. 51 ans après, je crois qu'il était temps que le président de la République intervienne aussi fortement, aussi symboliquement, aussi franchement aussi pour cette reconnaissance très forte du chef de l'État pour dire les fautes de la France. Un communiqué de l'Élysée pour reconnaître les fautes de la France, mais certains veulent aller plus loin dans la reconnaissance. Les sénateurs communistes souhaitent qu'une journée soit consacrée aux victimes de ce mardi noir. Il faut que ce soit une journée de souvenirs. C'est pas forcément pour culpabiliser ou être passéiste. C'est juste que voilà, ça fait partie de la mémoire de notre histoire. Mais les réactions politiques ne sont pas unanimes. À droite, on dénonce la repentance outrancière. Moi, j'en ai assez que tous les 15 jours, la France se découvre une nouvelle responsabilité, mette en avant sa culpabilité permanente. On est déjà dans un pays qui est en dépression nerveuse quasi permanente. On n'a pas besoin de ça. Au-delà de la vérité historique, il y a un contexte actuel. François Hollande doit se rendre en Algérie en décembre prochain, ce que n'a pas manqué de souligner la presse algérienne, qui y voit un signe fort ou un petit geste avant une visite compliquée. À l'Élysée, visiblement, on prépare le terrain. Et si l'on est près de la sortie de crise, selon les propres mots de François Hollande, force est de constater que le poids de la rigueur continue de faire descendre les Grecs dans la rue. De nouvelles manifestations ont eu lieu aujourd'hui à Athènes avec une pluie de cocktails Molotov. Les Grecs crient leur colère et leur désarroi. Et pendant ce temps, les dirigeants de l'Union européenne se retrouvent à Bruxelles au menu de nombreux sujets et des divergences. Lorsque François Hollande insiste sur l'union bancaire, Angela Merkel lui répond « union budgétaire ». Et la chancelière, vous allez le voir, enfonce le clou avec une proposition choc. On pourrait même dire une bombe politique. C'est le droit de veto européen sur les budgets nationaux. Et les détails avec Paul Bouffard. Un droit de regard, une ingérence dans les budgets nationaux. Pour Angela Merkel, l'Union européenne doit améliorer sa crédibilité. Devant le Bundestag, la chancelière allemande continue de militer pour une plus grande intégration de l'Union. Elle doit passer, selon elle, par un droit de veto sur les budgets nationaux. Nous pensons, et je le dis au nom de l'ensemble du gouvernement allemand, que nous pourrions faire un pas en avant en accordant à l'Europe un véritable droit d'ingérence sur les budgets nationaux quand ils ne respectent pas les limites fixées pour la stabilité et la croissance.
Une idée déjà défendue par son ministre de l'économie, créer un ministère européen des finances, avec à sa tête un super commissaire doté de larges prérogatives. Il pourrait émettre son veto avant et après le vote d'un budget par les parlements nationaux. À son arrivée, quelques heures avant l'ouverture du sommet européen, François Hollande botte en touche. Le sujet du Conseil, selon lui, n'est pas l'union budgétaire, mais l'union bancaire. Il préfère laisser la main à son ministre du budget. Ce matin, Jérôme Cahuzac dit pourquoi pas. Ça n'est pas inepte, mais il faut bien préciser le cadre. Oui. S'il s'agit d'un transfert supplémentaire de souveraineté, le président de la République a clairement manifesté son choix en refusant de modifier la Constitution à l'occasion de l'adoption du traité, car François Hollande n'a pas accepté un nouveau transfert de souveraineté. L'idée, déjà très critiquée, sera au cœur du nouveau sommet européen qui, pour la première fois depuis 3 ans, ne sera pas celui de la dernière chance. Et sur le plateau du 22h, nos chroniqueurs Stéphane Rosès, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, président de CAP et professeur à Sciences Po. Également avec nous notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Pour un décryptage ce soir, Jean-Louis, sur le sommet européen qui se tient à Bruxelles. Est-ce que c'est le sommet des frictions? Alors en tout cas, il y en a deux. Et ça fait donc le pluriel. Oui. Il y a d'abord l'affaire de l'union bancaire. Alors rappelez-vous, hier, dans son entretien au quotidien Le Monde, le président Hollande avait dit rien que le Conseil européen, mais tout le Conseil européen. C'est-à-dire qu'en juin dernier, il avait été convenu qu'on réglerait cette affaire d'union bancaire d'ici à la fin de cette année pour la faire démarrer l'année prochaine. Madame Merkel était d'accord, et voilà qu'elle nous dit qu'elle n'est plus d'accord, en tout cas plus d'accord tout à fait. Alors soit, évidemment, elle juge qu'il y a des priorités plus importantes que celle-là, et notamment l'union budgétaire plus accomplie, soit elle a bien réfléchi, elle s'est dit que c'était peut-être pas dans son intérêt. Alors, évidemment, pourquoi ça pourrait ne pas être dans son intérêt? La question est qu'il y a deux problèmes. Le premier est d'ordre régional en Allemagne. Les banques régionales allemandes ont un statut très particulier. On lie le pouvoir des régions, les petites et moyennes entreprises et les banques locales. C'est parfaitement anticoncurrentiel. Les régions subventionnent les banques qui elles-mêmes subventionnent les entreprises. Et si la Commission européenne met son nez là-dedans, ce qu'elle a déjà fait d'ailleurs, elle a fait des remarques et ils n'ont jamais bougé, tout le pilier du système économique allemand est attaqué. Deuxième problème, cette union bancaire serait mise sous la responsabilité de la Banque centrale européenne. Or, il faut savoir que la Banque centrale européenne est la seule organisation en Europe qui est réellement fédérale. C'est-à-dire chaque pays a une seule voix. La Grèce a une voix, l'Allemagne a une voix. Si on étend ses pouvoirs sur le contrôle de l'ensemble des 6000 banques qui existent en Europe, l'Allemagne dit, attendez, moi, je suis 25% pour actionnaire, je veux plus de voix, je veux plus pouvoir peser plus fort sur la Banque centrale européenne, d'autant plus que dernièrement, l'Allemagne a été battue, notamment sur les initiatives de M. Draghi, de racheter la dette des pays en difficulté. Et donc, elle remet sur la table l'idée, alors ça veut dire qu'il faut changer la BCE, donc c'est tout un système très compliqué. Autre idée qu'elle remet sur la table, ou dont elle parle aujourd'hui, c'est cette question du droit de veto donc européen sur les budgets nationaux. J'ai parlé de bond politique, est-ce que c'est le cas, Jean-Louis? Ça serait un bond en avant. Je crois que M. Cahuzac sous-estime sans doute la proposition qui est faite par M. Schäuble et ensuite par Mme Merkel. Quel est le problème? Le problème, c'est que Mme Merkel se dit, en fait, ce traité européen, il est plein de trous. Et les pays qui voudront véritablement faire un petit peu ce qu'ils veulent ont des marges d'action que je ne peux pas contrôler. Et d'une certaine façon, M. Hollande renforce ce point de vue, puisque hier, dans son entretien au journal Le Monde, il ne cite pas le traité européen comme l'une des avancées récentes de la construction européenne. Et ensuite, il dit, oui, je confirme pour ma part les 3%, absolument, il ne parle pas des 0,5%. Et deuxièmement, il y a des pays qui ont des difficultés particulières, il faudrait voir au fur et à mesure du déroulement. Donc, quelque part, il laisse des échappatoires. Et donc, elle arrive et elle dit, attendez, il faut encore renforcer le problème du contrôle des budgets. Et ça, effectivement, Monsieur Hollande a dû déjà avaler une couleuvre en ratifiant le traité. On lui en propose une seconde. C'est un petit peu compliqué pour lui. Merci Jean-Louis. Restez avec nous. Je vous propose de regarder, d'écouter cet extrait. Vous allez le voir. C'est Jean-Marc Ayrault qui est donc en déplacement en Asie du Sud-Est et qui explique à sa façon le fonctionnement du couple franco-allemand. On regarde. Un couple, pour que ça marche, il faut que ce soit équilibré. Il n'y a pas un qui domine l'autre, c'est un couple.
Voilà. Donc, c'est comme avec ma femme. Avec ma femme, on discute, on se met d'accord, mais avec Madame Merkel, il faut se mettre d'accord aussi. Et puis Madame Merkel avec Monsieur Hollande aussi. Non, mais je plaisante un peu, mais la relation franco-allemande est incontournable. Elle ne peut pas simplement être exclusive. Jean-Louis, le couple franco-allemand, c'est un peu le couple monsieur et madame Hérault. Je ne connais pas le couple de... Mais c'est comme un couple en tous les cas. Mais c'est comme un couple, vous savez que dans un couple, c'est Sacha Guitry qui dit ça, dans un couple, ça ne forme qu'un, mais il y en a un qui compte pour deux. Je vous demanderai pas. Oui, je vous demanderai pas c'est lequel. Alors dans l'actualité, les militants socialistes qui votent à nouveau pour confirmer Harlem Désir comme successeur de Martine Aubry. Un candidat de l'aile gauche se présente aussi. Il s'agit d'Emmanuel Morel. Mais il y a vraiment très peu de suspense. Nous verrons dans un instant avec Stéphane Rosès quel pourrait être le visage de ce parti socialiste version Harlem Désir. Mais d'abord, nous allons suivre notre journaliste Sandra Cerquera qui s'est rendue en ce jour de vote dans une section PS du 18e arrondissement, celle d'un certain Lionel Jospin. Ils sont venus voter, mais pour eux c'est une formalité. Car le résultat ne fait pas de doute. Un scrutin sans suspense, certains militants ont le sentiment de ne pas avoir vraiment le choix. C'est pas la peine d'inventer des enjeux là où il n'y en a pas. Les grandes décisions ont été prises en amont pour mettre le PS en état de marche. Il ne faudra pas tirer des conséquences, des conclusions si la participation n'est pas extraordinaire. Seule interrogation, quel score fera le vainqueur ? Harlem Désir a besoin du résultat le plus élevé possible pour asseoir sa légitimité. La semaine dernière, sa motion a obtenu seulement 68% des suffrages, alors qu'au PS, on s'attendait à plus de 80%. Les militants lui reprochent d'avoir été choisis par Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault. Ils s'inquiètent même aujourd'hui du rôle que le parti doit jouer face au gouvernement. C'est vrai qu'il y a un petit peu moins de débat du fait qu'on est après les élections, donc on essaye d'être un peu unis. L'unité du PS, justement, c'est ce que Lionel Jospin défend. Il espère que les militants seront au rendez-vous. J'ai voté, je peux le dire, je souhaitais que Harlem Désir soit le premier secrétaire, donc j'ai voté dans ce sens. Il ne faut pas gloser sur les scores, mais en tout cas, moi, je suis venu lui apporter mon soutien. Les résultats seront entérinés lors du congrès du PS à Toulouse du 26 au 28 octobre. Prendra alors fin le processus de désignation du successeur de Martine Aubry, une désignation qui, pour beaucoup, restera un exercice démocratique raté. Et tout de suite, l'analyse politique de Stéphane Rosès. Stéphane, d'abord, bien plus une remarque qu'une question. Quel contraste quand même entre le dynamisme, la richesse des primaires et on a envie de dire l'atonie de ce congrès PS? Oui, vous savez, Léon Blum avait fait une distinction entre la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Les primaires, c'était la conquête du pouvoir et il fallait débattre entre candidats à la présidentielle pour la primaire, sur le diagnostic du pays, les solutions, se hisser à la hauteur de ce grand moment qu'était la présidentielle pour la préparer au mieux. Là, nous sommes au moment, je dirais, de l'exercice du pouvoir et il y a d'abord une logique institutionnelle, celle de la Ve République. Le parti majoritaire et le parti qui doit soutenir l'action du gouvernement. Donc c'est d'abord des raisons institutionnelles qui font l'atonie de ce congrès. Il y a une seconde raison qui est une raison politique. Jean-Marc Ayrault a réussi à convaincre Martine Aubry et avec François Hollande, ils ont convaincu qu'il fallait réunir dans une même motion tous les ténors. En un mot, tous ceux qui étaient au gouvernement. Tous ceux qui étaient au gouvernement étaient obligés de se rallier à une motion unique. Ça a énervé un tout petit peu, notamment les jeunes ministres les plus fougueux qui en ont voulu, d'ailleurs un tout petit peu au Premier ministre, mais on comprend la logique. Il s'agit que le Parti socialiste soit rassemblé sans discordance, parce qu'à gauche du Parti socialiste et avec les Verts, il y a déjà assez de diversité dans la majorité plurielle. Il y a une troisième raison d'ordre générationnel, c'est que comme la gauche a été privée longtemps du pouvoir, tous les jeunes talents ont été aspirés au gouvernement et il y a très peu d'anciens. Et donc, d'un certain point de vue, les débats sont animés par des personnalités de talent, hein,
mentionnerai Emmanuel Morel et Harlem Désir, mais c'est vrai que ne vont pas intervenir dans le débat interne les principaux ténors. Alors Stéphane, vous nous dites un PS rassemblé, sans discordance, mais alors à quoi il va servir le PS avec Harlem Désir à sa tête? Quel poids face au gouvernement? Quelle marge de manœuvre? Je parlais des logiques institutionnelles, que les majorités soient de droite et de gauche, le sommet de l'État isole terriblement du pays. Et souvent les députés, dans des logiques politiques, une fois qu'ils prennent le TGV, ils oublient un tout petit peu les territoires et les messages qu'ils portent sont beaucoup liés aux logiques institutionnelles d'un cinquième. Le parti socialiste, comme l'UMP à droite, a une capacité que n'ont pas les technocrates qui entourent les cabinets, d'autant qu'il fallait sécuriser les jeunes ministres socialistes en s'entourant justement de technocrates. Les partis, les grands partis ont pour vocation de faire remonter ce qui se passe dans le pays. Ce sont des boîtes à idées, ce sont des remontées, ce sont des alertes qui doivent être entendues. C'est pas toujours gagné. Et puis d'autre part, ça a une seconde vocation, c'est de préparer les élections et de mener bataille face à l'opposition. Alors pour l'instant, l'opposition est elle-même en introspection, elle est atone, mais quand l'opposition de droite se réveillera, il faudra faire monter en première ligne des socialistes, et ce sera plus facilement, évidemment, les dirigeants du Parti socialiste que, éventuellement, les ministres. Et nous en parlerons ensemble donc bientôt. Merci beaucoup Stéphane Rosès. Merci Jean-Louis Goumbaud pour votre analyse. La suite du 22h et en bref à présent, 30 000 foyers de Midi-Pyrénées sont actuellement privés d'électricité en raison d'un vent extrêmement violent qui a provoqué de nombreuses chutes d'arbres et de branches sur le réseau électrique. Les départements du Tarn-et-Garonne, de l'Aveyron, du Tarn et de Haute-Garonne sont les plus touchés. La suite du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'info en France et à l'étranger de Cécile Sixou. Relancer les naturalisations d'étrangers, c'est l'objectif affiché aujourd'hui par Manuel Valls. Le ministre de l'Intérieur veut tourner la page de l'Air-Géant et revoit les critères mis en place par son prédécesseur. Pour être français, il n'y aura plus par exemple d'obligation d'avoir un CDI ou encore de répondre à un questionnaire. La méthode du questionnaire à choix multiples, relatif à la connaissance de l'histoire et de la culture et de la société française, est abandonnée par décision du Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault. On ne devient pas français en répondant à un QCM. Être français, c'est nécessairement parler le français. Selon Manuel Valls, le nombre de naturalisations a chuté de 45% entre 2011 et 2012. La tension monte entre Google et le gouvernement. Le géant américain, visé par un projet de taxe sur le référencement des articles de presse, menace. Il retirera tous les sites de journaux français de son moteur de recherche si cette loi est votée. Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture, soutient la mesure et dénonce la méthode Google. Selon elle, agiter la menace n'est pas une manière correcte de discuter avec un gouvernement démocratiquement élu. Fleur Pellerin, la ministre de l'économie numérique, rencontrera la direction de l'entreprise demain. Patrick Devedjian se réjouit de retourner au combat après l'annulation cet après-midi par le Conseil constitutionnel de son élection à l'Assemblée. Henri Plagnol, député centriste du Val-de-Marne, écope de la même sanction. La haute juridiction met en cause le choix des suppléants des deux élus, déjà remplaçants de 2 sénateurs, ce qui est contraire au code électoral. La nouvelle échéance devrait avoir lieu fin décembre ou tout début 2013. Patrick Devedjian souhaite saisir l'occasion pour montrer l'état de popularité du gouvernement. Normalement, il porte un costume 3 pièces, mais pour défendre le Made in France, Arnaud Montebourg a revêtu la marinière. En une du magazine du Parisien, le ministre du redressement productif paie de sa personne pour jouer le VRP des produits français. Et sur Twitter, ça fait jaser. Exemple, les internautes se demandent si c'est la nouvelle pub de Jean-Paul Gaultier. Elle était Emmanuelle, l'héroïne du film érotique culte et fantasme de millions de spectateurs. Sylvia Kristel, l'actrice néerlandaise, s'est éteinte aujourd'hui des suites d'un cancer. Elle avait 60 ans. C'est en 1974 que sort le premier film de la longue série. Il aurait été vu par 350 millions de personnes dans le monde entier. Un raz-de-marée dont aurait beaucoup souffert la comédienne.
La suite du 22h avec toute autre chose à présent. Quel est le point commun entre Mussolini, Hitler, Staline, Ceausescu, Saddam Hussein ou encore Kadhafi? Ce sont des dictateurs bien sûr, mais ils ont aussi en commun une fin tragique et souvent sanglante, comme si la colère de l'histoire avec un grand H les rattrapait où qu'ils soient. Alors après 2 ouvrages consacrés aux femmes de dictateurs, voici les derniers jours des dictateurs sous la direction de l'historienne Diane Ducré qui est notre invitée ce soir. Bonsoir Diane. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors après leurs femmes, leurs maîtresses et leurs amours, il y a ce livre sur les derniers jours des dictateurs. Quelque part dans vos ouvrages, vous contribuez à les humaniser, ces dictateurs, avec leurs faiblesses, leurs souffrances, leurs phobies. C'est voulu aussi? Oui, c'est vrai. C'est finalement assez justice que de les ramener à leur statut d'humain et finalement de les ramener à la justice des hommes qu'ils ont parfois eu le mauvais goût d'échapper, de se soustraire. Et après l'amour, la mort. Et on découvre dans ce livre que finalement les dictateurs sont parfois leurs dernières victimes. Après leurs femmes, leur grand amour, qui ont été leurs premières victimes, leurs dernières victimes, c'est eux-mêmes. Et ils finissent souvent balayés par leur propre paranoïa ou par les centaines de milliers de vies qu'ils ont détruites. Alors on va prendre différents exemples. Il y a l'actualité autour des dernières minutes de Kadhafi. C'était hier un rapport, une enquête qui révèle le détail du lynchage qu'il a subi et d'autres choses qu'on ne décrira pas ce soir. Il y a eu défoulement, comme un besoin de voir couler le sang, de s'approprier la mort de celui qui a tant fait souffrir. Est-ce que ça rappelle finalement les tragédies grecques où il faut tuer le héros, entre guillemets, en tout cas celui qui a fait tant souffrir? Oui, complètement. Il y a une sorte de catharsis, de besoin d'expurger finalement et de rattraper ce dont le dictateur vous a privé pendant parfois des décennies. Il y a la souffrance, la violence qui s'exprime en un instant, et puis il y a aussi la fierté qui quelque part doit se récupérer, comme si finalement pouvoir jeter soi-même une pierre, jeter un coup de pied à cette dépouille, à ce corpus dictatori, à ce moment-là, c'est un peu déchaîner tout ce que l'on a gardé en soi pendant des années. Et c'est en cela qu'ils sont leurs dernières victimes eux-mêmes. Ils s'étaient imaginés être éternels, ils s'étaient imaginés couler des jours heureux. Bien souvent, ils finissent comme ça, leur corps lui-même réapproprié en quelque sorte par ceux qu'ils ont massacrés. Ça a été le cas pour Mussolini au début des années... à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis c'est le cas encore pour Kadhafi, signe qu'il y a finalement une sorte de loi de l'histoire implacable, même pour les dictateurs. Ouais. Alors quand ils ne finissent pas assassinés, ils meurent, et c'est un petit peu ce que vous dites, ils meurent de leurs propres angoisses quelque part et des maladies, comme un petit peu rongés. Il y a plusieurs exemples, je crois qu'il y a Franco, c'était oui, avec la maladie de Parkinson. Il y a Tito, à laquelle on doit d'abord couper une jambe, puis ce sont les reins, le foie. Il finit en pièces. Oui, il finit presque en pièces détachées quelque part, c'est assez tragique. Et il y a puis, Mao, paralysé par la maladie de Charcot, absolument, qui finit cloué au lit, très entouré, trop entouré par sa femme Yang Qing, qui gère toutes les communications qui circulent autour de lui et envisage même de le renverser et de prendre sa succession. Bref, lorsque ils arrivent à passer entre les mailles de l'histoire ou de la justice des hommes, finalement c'est leur propre corps qui finit par les trahir. Alors il y en a quelques-uns qui meurent dans leur lit tranquillement, mais peu. Amin Dada, par exemple, dont son fils, en Arabie Saoudite en exil, son fils que j'ai pu avoir au téléphone m'a dit qu'il était mort heureux, paisible, sans remords et entouré de 4 de ses meilleures femmes. Voilà, il y a un autre exemple, d'ailleurs, sur lequel vous avez écrit dans ce livre aussi, c'est Kim Jong-il, et vous dites sa dictature impitoyable lui permet de finir ses jours dans son lit, sa tranquillité assurée par la dynastie de droite marxiste qu'il avait garantie d'une main de fer au prix de la misère de son peuple. Oui, c'est assez paradoxal finalement pour un mouvement communiste qui se voulait vraiment anti-monarchique. Finalement, un des plus importants régimes communistes aujourd'hui, un des plus dangereux sur la scène internationale, s'hérite depuis 2 générations et finalement une sorte de monarchie de droit divin, puisque le dictateur là est un monarque presque de droit divin. C'est assez paradoxal et lui aussi meurt dans son lit, mais c'est à se demander quel est le plus terrible. Est-ce que finalement pour un dictateur, la chance de rugir en mondovision devant les caméras du monde entier dans un procès comme pour Saddam Hussein et de montrer que l'on n'a pas peur et donc d'arriver à la mort comme un conquérant, ou finalement de mourir loin des caméras, loin de la foule qui les a amenés au pouvoir? Qu'est-ce qui est le plus terrible pour eux? Mourir acclamé, mourir oublié, isolé? Il n'y a pas de réponse à cette question. Non, paradoxalement, mais enfin... les interroger directement. Oui. Mais est-ce que selon vous, Diane Ducré, il y a des dictateurs, non pas que vous comprenez bien sûr, mais dont on peut dire finalement que leur personnalité est plus complexe, que ce n'est pas finalement cette brute sauvage, sanglante que tout le monde décrit? Oui,
Ah, la réponse est oui. C'est très choquant, on le sait, mais c'est vrai que par exemple pour Hitler ou pour Mussolini, que j'ai étudié dans le premier tome des femmes de dictateurs, on est prêt à accepter la séduction de ces hommes-là, leur pouvoir sur les hommes comme sur les femmes. On est prêt à reconnaître ses sentiments pour Eva Braun ou pour sa nièce, Gély Raubal, parce qu'il y a eu une sorte d'inconscient historique. Le temps a fait son œuvre. Pour les dictateurs plus contemporains, qui sont dans ce livre, mais qui étaient également dans Femmes de dictateurs 2, avec Fidel Castro, Saddam Hussein ou l'ayatollah Khomeini ou même Ben Laden. Pourquoi plus contemporain. Saddam Hussein, par exemple? Saddam Hussein, c'est très intéressant. Voilà un homme qui a été très méconnu, je pense, dont les biographies essentiellement américaines ont été très orientées et dont on a finalement méjugé la personnalité profonde. Un homme qui se définit d'abord comme un père de famille, alors avec plus ou moins de succès étant donné la vie de ses deux fils, mais en tout cas dont finalement l'enfance orpheline va le hanter toute sa vie et qui toute sa vie va rêver de pouvoir reconstituer une famille idéale, un roman familial. C'est un homme beaucoup plus complexe. D'ailleurs, pour avoir pu parler au médecin de l'armée américaine qui a eu sa charge depuis son arrestation jusqu'à sa mort, il révèle un homme beaucoup plus sensible, qui le traitait comme un frère, et lui-même, faisant partie de l'armée ennemie, s'en est pas tout à fait remis. On est toujours étonné de voir ces dictateurs, eux qui sont si prévoyants, si méfiants, se laisser presque surprendre à la fin, ne pas maîtriser leur dernier moment. Pourquoi, par exemple, Kadhafi n'a-t-il pas fui avant? Pourquoi Saddam Hussein a été retrouvé terré comme un rat dans ce trou? Pourquoi Mussolini s'était déguisé, je crois, en uniforme de l'armée adverse et il s'est fait prendre assez rapidement? Comment c'est qu'il ne maîtrise pas ces moments? Même Hitler, je veux dire, enfermé dans son bunker, voyait bien les troupes russes arriver et encerclant Berlin, lui-même avait pris cette décision d'aller jusqu'au bout. Parce qu'ils prévoient tout sauf leur propre disparition. Leur univers n'est pas soumis aux lois du monde et donc il n'y a pas de finalité. Très souvent, ils ne reconnaissent pas la fin possible. C'est en cela qu'ils sont les dernières victimes de leur acharnement, de leur paranoïa. Soit d'un côté, comme Staline, qui va mourir parce qu'il a tellement peur des complots médicaux, on va le laisser agoniser pendant 2 jours avant de pouvoir entrer dans sa chambre. Et donc il va être vraiment la victime de sa propre paranoïa. À la fois par volonté politique aussi que pour ne pas aussi... Et en même temps uniquement parce que la dernière fois que quelqu'un est entré dans sa chambre pour le réveiller et lui annoncer une mauvaise nouvelle, c'était à la mort de sa femme Nadia. Tout le monde a été assassiné par la suite. Toute l'équipe ça marque. Ça marque, paradoxalement. Quelle est selon vous la fin la plus terrible de tous ces hommes-là? La plus humiliante, celle la plus sanglante? C'est difficile de faire une classification dans l'horreur. Je dirais peut-être celle de Saddam Hussein. Cette pendaison dans une cave à la sauvette le jour d'une fête religieuse qui est celle du pardon n'est peut-être pas celle qu'on aurait souhaité. Bien sûr, on aurait souhaité une fin, celle qui avait été demandée par la justice humaine, mais une fin peut-être un peu plus digne, ne serait-ce que par la dignité des victimes. Je trouve que parfois, justement, ce lynchage à la sauvette ne grandit pas les victimes, au contraire, et qu'il y a un temps du deuil qui se fait parfois, qui s'avorte parfois. La conclusion, la morale, c'est qu'on peut dire que la colère de l'histoire les rattrape toujours. On pense à Bachar el-Assad après des mois et des mois, presque 2 ans maintenant de conflits et de nombreuses morts. Est-ce que la fin est toujours tragique, il n'y a pas d'échappatoire? C'est difficile de prévoir. Moi, je prévois que l'histoire, donc que le passé, c'est une science plus sûre. Vous avez raison. Pour l'avenir, c'est difficile, mais en tout cas, à part une proposition d'exil dans un pays très protégé, mais pourra-t-il se soustraire véritablement longtemps sous la pression diplomatique internationale? Ça semble difficile. Oui, en tout cas, la conclusion de ce livre, qui se veut pas du tout moralisateur, bien sûr, et le point commun vers lequel ont convergé toutes ces meilleures plumes françaises, à la fois des historiens et des journalistes, c'est qu'en effet, on retrouve sous chacun de leurs plumes vraiment ce phénomène-là, qu'il y a une loi historique que la barbarie se paie toujours. Merci Diane Ducré. Plusieurs plumes donc sur votre direction. Merci beaucoup pour ce livre et les précédents et d'être venu nous en parler. C'est la fin de ce journal. Merci à vous surtout de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est votre magazine Attention, grands travaux. Et moi, je vous dis belle soirée. À lundi, avec plaisir. C'est très ancien et il faut absolument venir le voir si vous venez dans la région. Au Pont du Gard, on a cru avoir affaire à une poule aux œufs d'or, on s'y est trompé. Il serait hypocrite de dire quand même que le Pont du Gard n'amène pas de la richesse économique sur la commune. Les Gardois, c'est pour aller se baigner, quoi, en fait. C'est pas trop pour le monument.
Et les étrangers, c'est plus pour le monument. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une poche qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Au départ, il s'agit d'acheminer l'eau d'Uzès à Nîmes en utilisant la seule force de la gravitation. L'aqueduc romain de 50 km passe au-dessus du Gardon et force ses ingénieurs à créer le pont du Gard. Ça, c'était il y a 2000 ans. Aujourd'hui, c'est le monument antique le plus visité de France. 1 300 000 curieux, français et étrangers, s'y bousculent chaque année. Pour mieux les accueillir, le site a récemment fait peau neuve. Il faut bien ça pour un ouvrage inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, monument historique depuis 1840 et grand site de France. Le coût des travaux est à la hauteur de ce palmarès, 50 millions d'euros, avec une idée derrière la tête. Et si le patrimoine, si cher à entretenir, pouvait aussi beaucoup rapporter. Après l'eau, c'est l'argent qu'on imagine ici couler à flot. Sur l'autre rive, on n'a même pas de traces d'arches effondrées. Les pierres ont été emportées et réemployées ailleurs, tout simplement. Et donc nous descendrons par un escalier en colimaçon qui a été aménagé au 19e siècle pour faciliter la visite de ce qui entre-temps était devenu un monument historique. Comment transformer un ouvrage 2 fois millénaire, accessible à tous et perdu au milieu de la garrigue, en machine touristique rentable et efficace, sans en dénaturer le cadre? Les réflexions autour de l'aménagement ont duré 15 ans. L'histoire de ce lieu d'exception aurait pu d'abord basculer en 1987, quand le président du Conseil général Gilbert Baumet sort de ses cartons un projet extrêmement ambitieux. On est à la fin des années 80, la mode est au parc d'attractions. Les Gaulois ont leur parc Astérix, les Romains auront le leur. Pont du Gard Superstar sur 400 hectares. On va mettre en valeur culturellement le département, le pont du Gard, en aménageant et en faisant mettre en valeur un tas de vestiges romains qui sont autour du pont de Gard et nous ferons un circuit culturel. Tous ces touristes, et notamment étrangers qui viennent ici, découvriront vraiment un aspect culturel avec un village romain. Là, on a reconstitué toutes les dalles romaines, une carrière romaine, un amphithéâtre, un seuil lumière. Tout ceci va être offert, je dirais, comme image du département. À l'époque, le département du Gard se cherche un avenir, et s'il a peu de plage, il a beaucoup de vieilles pierres. Développer le tourisme de loisirs semble être une bonne idée. Mais l'ampleur de ce projet démesuré suscite très vite les réactions passionnées des amoureux du pont. Parmi eux, Claude Larnac. Alors oui, c'était une caricature assez intéressante sur les réactions qui traduisaient un petit peu les réactions des riverains sur ce projet, ce petit train qui traverse, etc., les oiseaux qui s'en vont. Enfin, en somme, la transformation d'un site McDonald's, enfin bon, la transformation d'un site en résidence vacancière. L'amoureux du pont. J'ai réagi en pensant qu'on nous préparait un Disneyland, parce qu'après tout, les premiers documents qui sont parus, ça mettait en état un village qu'on devait construire à proximité du pont, de fausses arches dans le prolongement du pont, enfin toutes ces structures un petit peu plus ou moins outre-Atlantique qu'on ne souhaitait pas voir ici. Il est évident que le côté naturel et le côté historique cédaient le pas au côté touristique et commercial. On le sentait venir et on ne s'est pas trompé. 500 emplois étaient prévus. Bon. Et la mise en valeur du pays, enfin bon, notre pays devait devenir un Eldorado. Il est évident que c'était prendre les gens pour des nigauds. À Paris, François Mitterrand s'emballe et promet de soutenir le projet dans le cadre de ses grands travaux. Mais c'était compté sans le comité de défense présidé par Claude Larnac, qui alerte l'opinion publique de la défiguration programmée du site. J'ai tous mes documents relatifs au pont du Gard. Ici, tous les dossiers particuliers avec leur thème. Et là, j'ai des archives qui correspondent à l'époque où nous avions engagé un procès contre le projet Baumet.
les documents ne manquent pas. Ça traduit 4 années de bagarres sérieuses. L'obstination finit par payer. En 1994, Alain Journet prend la tête du département. L'argent, lui, est toujours sur la table. L'Europe et le gouvernement ont promis des aides et l'idée d'encadrer les touristes pour en tirer profit fait son chemin. En bref, non au parc d'attractions, mais oui au circuit culturel. On comptait à l'époque qu'au Pont du Gard, il passait entre 1,5 million de visiteurs par an. Mais les gens venaient, ils voyaient le pont, ils faisaient pipi, achetaient une bière et ils repartaient. Donc ça suffisait pas, quoi. Le conciliateur. C'était un chef-d'œuvre, un vrai chef-d'œuvre. Donc les gens qui venaient au Pont du Gard venaient, repartaient, mais sans comprendre. Donc l'intérêt, c'était de pouvoir avoir sur place tout ce qui pouvait expliquer aux gens qui venaient voir le Pont du Gard ce qu'était le Pont du Gard, à quoi il servait, son utilité. Il amenait quand même 25 000 mètres cubes d'eau par jour à la ville de Nîmes. Chaque fois que j'ai le Pont du Gard, ce qui me peinait beaucoup, c'était d'abord que les voitures passent sur le pont qui est joint au Pont du Gard. C'était que les gens se garent n'importe où. C'était un peu c'était le Capharnaüm, quoi. Moi, il me semblait que le Pont du Gard, comme je dis, à ce moment-là, devait être restitué à sa majesté antique. Le pont, c'était le pont. Voilà, il ne devait pas être pollué par tout un tas de choses au départ. Et donc, on a essayé de réfléchir sur ce qu'on appelait l'architecture silencieuse. Voilà. C'est-à-dire que de tout ce qu'on faisait, on ne devait pas voir le Pont du Gard. Et du Pont du Gard, on ne devait voir rien de ce qu'on faisait. Et on devait restituer le Pont du Gard à la nature. Voilà. Cette fois-ci, ça y est, la mise en valeur du site est votée avec l'aval des populations locales sensibles à l'argument écologique. Voyez le plus grand en construction enfoui dans le sol avec les arbres 5 mètres au-dessus qui le cachent du monument romain. Premier service, les parkings. Leurs voitures garées, les visiteurs gagneront le pont du Gard en traversant le musée sur un parvis bordé d'un côté par un espace culturel, de l'autre par des commerces. L'espace culturel, c'est une vaste nef de 100 mètres de long sur 9 mètres de haut. À l'intérieur, une exposition permanente sur les thèmes de l'eau, de la construction de l'aqueduc et de la civilisation gallo-romaine. Fini l'ambiance guinguette et les baraques à frites. Place à l'an 2000. Musée climatisé, self aseptisé, sandwich sous cellophane, selon un parcours tout tracé. Et ça marche. Le temps passé sur le site est multiplié par 2 en quelques années. Les Gardois, eux, redécouvrent le pont piéton et ses berges nettoyées avec une certaine appréhension. On vient pas très loin, on vient d'un village d'à côté d'Izès qui s'appelle Saint-Maurice-de-Cazevier. Et on est venu, c'est la première fois qu'on vient avec les garçons faire une balade. On est passé par derrière, on est pour une petite balade. Et là on montrait ce grand monument, voilà, pour profiter de la rivière et peut-être pique-niquer. Moi, j'ai connu quand j'étais petite, on pouvait même rouler sur le pont en voiture. Il n'y avait pas tout ce dispositif, vraiment tout était fermé. Donc on pouvait même rouler en dessous et on pouvait même marcher au-dessus, traverser au-dessus et c'était pas mal, peut-être dangereux, mais c'était bien aussi. Signe des temps modernes, une allée piétonne est venue remplacer la route départementale. Visite guidée du site avec son directeur, Paolo Toeschi. Ce lieu, c'est le lieu de tous les espaces culturels où le public est supposé passer. C'était notre commentaire de tout à l'heure. Donc vous voyez la diversité des espaces entre cafétéria, boutique et musée, centre d'interprétation, ludothèque et cinéma. Voilà, tout l'enjeu est de faire que les uns et les autres puissent cheminer dans ces espaces avant de poursuivre notre trajet et de nous rendre vers l'aqueduc. Le directeur. La voiture, il faut l'imaginer, à l'époque, circuler ici, c'était une voie départementale. Elle est déclassée aujourd'hui. C'est de faire en sorte que le véhicule soit repoussé, non pas le plus loin possible, mais une distance raisonnable pour le piéton. Voilà. Nous sommes en gros à 300-400 mètres, c'est tout à fait tolérable, ça se fait en quelques minutes. Et en même temps, un aménagement suffisamment souple, agréable, pour conduire le visiteur naturellement vers l'aqueduc. C'était urgentissime de faire quelque chose. Voilà. Je ne peux pas vous montrer la différence et c'est souhaitable, mais vous pouvez imaginer un flot de voitures continu, des stationnements anarchiques, des petites baraques, pour ne pas dire autre chose, de partout, et aujourd'hui cela. Et quelle est l'image que nous voulons donner au public international? Quelle est l'image que nous voulons donner à nos compatriotes qui viennent ici? Un parking
ou alors cet émerveillement. Bella, Nathaniel, come down. Save the group. Sorry. That's okay, I like it. Les monuments historiques sont très bien gardés et c'est quelque chose de merveilleux pour moi. La touriste professeure. Les élèves doivent apprendre quelque chose d'histoire. Donc vous allez les emmener au musée ou juste leur proposer d'aller s'ils veulent? Nous allons les emmener au musée et puis au fond un peu pour 1h30. Et nous allons visiter Avignon aujourd'hui et nous restons en Nîmes et puis à Carcassonne. Ouais. Les Suisses, les Belges, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Américains, les Japonais, depuis très longtemps, en moyenne, parce qu'ils viennent en quart, près de 1600 quarts de Japonais par an, qui ont pris des habitudes, sur la base de ce que nous avons proposé, de venir visiter, se restaurer et repartir dans leur trajet, dans leur parcours. Et de plus en plus, on s'ouvre à d'autres territoires, en faisant de la prospection à l'international. Ça vaut aujourd'hui pour le Brésil et l'Inde, comme ça valait hier pour les Chinois. Et on commence à avoir des Chinois ici, en nombre pas encore très satisfaisant, mais 1% de Chinois. Et pour instruire ces touristes venus du monde entier, l'aménageur n'a pas lésiné sur les moyens. Un musée 4 étoiles, une ludothèque pour enfants avec des termes grandeur nature, une exposition temporaire et une salle de cinéma. Pas loin de 10 000 mètres carrés qu'il faut bien rentabiliser. Le public, lorsqu'il vient ici, il vient avec une ambition, un objectif, c'est voir l'aqueduc. Donc il se gare après avoir fait demi-heure ou des heures de voiture ou car, et immédiatement, c'est voir l'aqueduc. Voilà. Alors comme on ne le voit pas en arrivant, on veut s'y précipiter et vite prendre la photo, le souvenir inaltérable de ce lieu. Notre enjeu, c'est de montrer que pour voir l'aqueduc et pour le comprendre et comprendre ce lieu, il faut passer dans le musée, le centre d'interprétation. Mais c'est en même temps la contrainte du lieu. Et c'est la contrainte qui a été apportée à l'architecte. Faire en sorte qu'il y ait le moins de covisibilité possible et que tout soit intégré, tout soit à peu près caché. Tellement caché que finalement on passe sur le musée, on circule au-dessus sans s'en apercevoir. On est arrivé, c'était presque désertique et on se demandait même si c'était bien ouvert ou voilà. Ça, c'est vrai qu'il y a peu d'influence. Je ne sais pas pourquoi. Les bons élèves. On s'est dit que pour un petit peu intéresser les enfants justement, avant d'aller voir le pont du Gard en lui-même, etc., et un petit peu les mettre dans le bain, on allait commencer avec une activité plus centrée sur eux. Comme ça, on les a plus avec nous que comme un boulet, entre guillemets, quoi. Donc on les fait participer dès le départ, je veux dire, pour essayer de les impliquer, de les intéresser. Et puis on se dit alors que le reste de la visite sera peut-être plus agréable pour eux et pour tout le monde, quoi. Donc voilà. Mais les bons élèves, comme cette famille belge, sont rares. La première année, seule une personne sur 30 passe les portes du centre. Résultat, les caisses restent vides. Alors la solution, c'est le parking. Aujourd'hui, que l'on passe ou non par le musée, tout le monde paye le même prix. 18 € par véhicule à l'entrée du site. Trop cher pour de nombreux resquilleurs, bien décidés à contourner le péage. Donc là, en fait, on va poser une voiture dans le parking où on paye l'abonnement et on va ressortir, nous emmener plus loin et revenir. Les enfants vont rester là et nous, on va revenir à pied. Parce que ça fait trop cher. Attention, il y a des voitures. Ça fait trop cher, 2 voitures. Enfin, voilà. Le but, c'est de se rafraîchir par cette chaleur intenable. Voilà. C'est pas de dépenser 50 € la journée, quoi. À chaque fois, il faut qu'on sorte des gros billets. Partout où on va, il faut payer. Le but, c'est d'arracher le plus d'argent aux touristes. Et malheureusement, nous, on est de la région, quoi. Et qu'on soit touriste ou de la région, il faut à tout prix qu'on sorte de l'argent, de l'argent, de l'argent.
C'est bien dommage parce qu'on pourrait, après on pourrait accepter de payer 2-5 euros un parking, mais là... Les perdants, ce sont eux, les usagers occasionnels du site, venus passer l'après-midi à l'ombre de ces arches et qui ne représentent aujourd'hui qu'un petit pourcentage des visiteurs. Pour Alain Vérac, de l'Université de Nîmes, c'est un revers inévitable de la patrimonialisation. Comment expliquer surtout à celui qui vient se baigner le soir, qui peut-être le pont c'est pas son premier, sa première préoccupation, que quand il vient, il faut qu'il donne en plus un émolument en passant. Ça, je pense que là, ça passe pas pour beaucoup de gens, quoi. L'archéologue. Alors après, vous avez deux attitudes. Vous pouvez dire, bon, c'est un site qui est magnifique et tout, on n'est plus dans la baignade, ils peuvent aller se baigner dans les gorges un peu plus haut, etc. et tout. Mais là, après, on touche à la tradition. Les gens avaient des habitudes autour de ce pont. Les habitudes, c'était donc les baignades le dimanche, c'était les mariages donc, qui se faisaient dans les auberges voisines, c'était donc le petit dîner au bord de l'eau, le canoë, et tout ça. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des fois remis en cause. Parce que le gardois qui connaît le site et qui veut revenir avec des amis et qui paye ses impôts, moi je trouve que là, ces dernières années, il ne s'y retrouve pas. Ça ne correspond pas à une époque peut-être, et on ne peut pas le mettre dans le côté négatif du projet, puisque bon, on veut donner à plus de gens la possibilité d'arriver dans ces lieux. Du coup, il y a des inconvénients, et ce n'est pas les inconvénients du Pont du Gard, c'est les inconvénients de tout monument mis en valeur n'importe où dans le monde entier. Je veux dire, moi je l'ai vu partout ailleurs. Bon, d'accord, les gardois iront se marier ailleurs. Mais cet aménagement a-t-il au moins tenu ses promesses de retombées économiques sur la région? On promettait que le projet allait apporter et des emplois, faire tourner le commerce, apporter un bien-être dans la région. En fait, rien n'a changé. Pour moi, il n'y a pas plus de retombées qu'avant. De tout temps, les gens qui sont venus au Pont du Gard ont eu besoin de se loger, ont eu besoin de se restaurer. Pour moi, le Pont du Gard, l'aménagement lui-même n'a pas apporté grand-chose. Il a apporté un peu, évidemment, il ne faut pas. Mais c'est loin de correspondre aux moyens qui ont été mis en jeu et aux résultats. L'explosion du nombre de visiteurs espérés n'a pas eu lieu. Il y a certes quelques autocars asiatiques en plus, mais les locaux sont beaucoup moins nombreux. Résultat, le nombre total de visiteurs est toujours le même. Avant les travaux, le Pont du Gard était un moteur pour l'économie locale. Il est encore aujourd'hui, ni plus ni moins qu'hier. C'est par exemple le fonds de commerce des loueurs de canoës de Colias, à quelques kilomètres en amont du site. C'est le truc qui fait vendre, le Pont du Gard, il est sur notre dépliant, sur le site internet. La descente phare, c'est Colias Pont du Gard, pour pouvoir passer sous le Pont du Gard en canoë et profiter du Pont du Gard. Le canoëiste. Donc on est là depuis 1984. On est ouvert de début avril à fin septembre, pendant 6 mois, tous les jours. En début de saison, en fin de saison, c'est beaucoup de locaux et des Français. Et après juillet-août, le gros de la saison, c'est beaucoup d'étrangers, en majorité, et surtout des pays nordiques, quoi. Il y a une petite évolution, mais ça n'a pas multiplié par 10. Alors, on loue un petit peu plus parce qu'on est ancien et on est de plus en plus connu. Mais c'est pas parce qu'il y a plus de monde au Pont du Gard qu'on loue plus. Il y a beaucoup de gens qui vont voir le Pont du Gard et c'est uniquement ça, c'est sur un circuit. Ils ont tel jour, on part d'Avignon, on va à Nîmes. Le Pont du Gard, c'est sur la route, on a 1 heure pour visiter et c'est tout, quoi. Ils n'ont pas le temps de faire une activité, quoi. Après, c'est les gens qui sont en vacances ici, qui ont un hébergement fixe, qui eux font une sortie en canot. Même son de cloche à Remoulins. Cette commune située à l'entrée du site voit passer tous les jours 8000 personnes en été.
Mais les commerces du cru ont un peu de mal à voir venir les bénéfices de l'aménagement. Didier, Ouais, ça va et toi? La façon dont s'est fait le projet, je pense qu'au niveau des commerces locaux, je ne sais pas au niveau des municipalités, ont été tenus à l'écart, les commerces locaux complètement. Le militant fleuriste. Moi j'étais là au moment du projet, on n'a jamais été consulté, jamais contacté. On a été carrément oublié, c'est-à-dire le pont du Gard, c'est le pont du Gard, c'était presque un îlot, si vous voulez, l'image qui est devenue pour les locaux, et en plus pour les commerçants qui font vivre donc forcément toute la vie locale. Voilà, on n'existait plus. Voilà, c'était un peu dommage au niveau de ce projet-là. Après, il y a beaucoup d'activités par contre qui sont en souffrance, tels les boulangers, les bouchers, la presse. Vous prenez un exemple, un village aussi important que Romoulins, on n'a plus de presse, vous imaginez, depuis 2 ou 3 ans dans un village aussi important. Pour moi, le plus emblématique pour Romoulins, voilà, c'est l'histoire d'une presse. Les bouchers avant, il y en avait 3 sur Romoulins, il n'y en a plus qu'un, qui travaille très bien, mais c'est des métiers en perdition. Moi, les boulangeries, il n'y en a plus que 2 au centre-ville. Donc que 2 boulangeries, avant qu'il y avait 3 boulangeries, dont une qui faisait du pain au feu de bois. Vous avez des activités comme ça qui ont disparu. Romoulins a toujours été un lieu de passage. Bon, on est situé sur l'axe nord-sud, l'axe des vacances, des plages, de l'Espagne. Le maire. La grosse majorité des personnes qui viennent visiter le pont du Gard ne font que passer. Par contre, concernant les visiteurs qui ont un peu plus de temps, qui pourraient consacrer un peu plus de temps au site, on a actuellement un gros handicap, c'est qu'on n'a pas de structure d'hébergement suffisante. Il y a encore à faire. Moi, c'est vrai que je rêve du temps où le soir, samedi soir, il n'y avait rien de prévu. On dit, tiens, on va manger au pont du Gard. On prenait la voiture, il y avait 3 kilomètres, bon, à pied même parfois, c'est pas loin. Et puis on allait là-bas, et puis on avait des petits restaurants là, où on retrouvait des amis un peu partout. Là, c'était des soirées extraordinaires. Pour l'instant, c'est ce qui manque au pont du Gard. C'est difficile à faire parce qu'encore une fois, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi sur le site. Mais peut-être donner un peu plus de vie, parce que le pont du Gard, le site du pont du Gard, le soir, là, il a tendance un peu à s'assoupir, quoi. Pour réveiller les Gardois et surtout renflouer les caisses de l'établissement déficitaire, la direction s'est lancée en 2005 dans une programmation culturelle tout public, inspirée d'autres grands sites de France, les arènes de Nîmes tout près ou plus loin, le château de Versailles. L'enjeu qui nous était fixé et la commande politique qui nous était fixée, c'est d'arriver à un autofinancement suffisant nous permettant d'atténuer la charge pour les collectivités. Nous y sommes, je crois raisonnablement, nous sommes à plus de 73,5% d'autofinancement. À quoi ça nous sert? Ça nous sert à faire plus d'activités, mieux maintenir le site, le rénover, le réhabiliter, faire plus de promotions en France et à l'étranger, aller rechercher l'ensemble des professionnels, leur parler, communiquer avec eux, et puis surtout à faire une programmation culturelle qui fait que ce lieu, au-delà de la qualité même du lieu, de son expression en France ou à l'étranger, émerge parmi les grands sites. Tiens, il y a une programmation culturelle. Le public est au rendez-vous, mais ce choix commercial ne fait pas l'unanimité. Moins d'histoire, plus d'événementiel, ça ne ressemblerait pas un peu au Barnum du parc d'attractions dont personne ne voulait il y a 20 ans? Il faut dire les choses comme elles sont. La culture, c'est jamais rentable. Donc, pour arriver à avoir un équilibre, à mon sentiment, ça sera difficile sur un site comme ça d'arriver à l'équilibre. Le conseiller général. On ne fait pas de politique au pont du Gard. La seule politique, c'est la politique du département et d'amener les gens au pont du Gard. Parce que combien j'ai rencontré de présidents de conseils généraux qui me disent si on pouvait le déplacer, on te fait un chèque de combien pour avoir le pont du Gard? Et quand je pense que dans mon département, à l'époque, on disait, mon Dieu, que ça coûte cher le pont du Gard, et que tous les autres me disaient, si on avait la chance d'avoir un lieu qui nous amène 1 200 000 personnes en faisant le minimum de communication. Le tourisme est devenu, il y a une dizaine d'années, la première ressource du Gard, devant l'agriculture.
Chaque visiteur qui met la queue du Cromin sur sa route laisse en moyenne 123 € sur le territoire. Et si l'aménagement du site n'était peut-être pas la solution miracle pour enrichir le département, il a sûrement sauvé l'une de ses principales ressources et surtout préservé son emblème. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Monsieur, je suis procureur de la République. Je vous reçois pour vous expliquer ce que je vous reproche et pour vous dire surtout que vous allez être jugé en comparution immédiate cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Créteil. Trafic, vol, agression, tous les crimes et délits commis dans un département sont signalés au parquet. Plongez au cœur du palais de justice de Créteil, en région parisienne, pour comprendre le quotidien plutôt chargé du substitut du procureur. L'avocat de la loi, le quotidien d'un procureur, samedi à 15h15 sur Public Sénat. Dis-moi, c'est toujours à l'homme de faire le premier pas? Tu serais pas un peu amoureux, toi? N'importe quoi. Allez, fiston, nous voici au pays de grâce. Et si tu croises ta princesse, fais comme si tu t'apprêtais à cueillir une rose de mai avec des gants. C'est pour ça qu'on les appelait gantiers parfumeurs. C'est que Grasse, dès le XIVe siècle, s'était spécialisé dans le travail du cuir. Et pour se débarrasser de son odeur tenace, on imbibait les gants de ces dames de parfums que les pharmaciens confectionnaient pour des pommades. Tiens, sens plutôt ça. La tubéreuse. Très juste, tu pourrais bien devenir un bon nez. Un nez? C'est le nom qu'on donne à ces magiciens artisans. On en compte moins de 300 dans le monde, parfois capables de reconnaître jusqu'à 1000 odeurs différentes. Il y a eu Jean Carl qui a créé la première école de nez à Grasse, il y a eu Edmond Beau et Farjon. Le parfumeur de Marie-Antoinette. L'élixir de la guillotine, c'est lui? Ah, ça c'est une petite fantaisie de la Révolution. Allez, observe donc ça. C'est la méthode de distillation inventée par les Arabes au XIe siècle. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'enfleurage. Eh oui, méthode développée ici même. Tu imprègnes de fleurs certaines graisses et avec patience, la magie opère. Et là, c'est la technique au solvant volatile. Tout un poème. Il faut combien de fleurs pour séduire une femme? Oh, on a répertorié environ 270 000 plantes à parfum. Sachant que pour à peine 1000 grammes de jasmin, il faut cueillir une à une et à la main 8000 fleurs et ce, dès le lever du jour, eh ben même ça, fiston, ça leur suffit pas. Ça y est, j'ai trouvé. Dis-moi. Si elle me reproche quelque chose, je lui dirai que c'est son parfum qui a fait le premier pas. Tu commences à devenir un homme, fiston. Tradition et savoir-faire. Mon identité. Ta créativité. Raconte-moi. Sauvegarde-le. Mon patrimoine culturel immatériel. Mon patrimoine vivant. Retrouvez-nous sur notre site internet. Je me vois pas dire à mes parents, j'ai pas été votée. C'est même pas envisageable. On se forge notre avis, mais il y a forcément des similitudes avec ceux de nos parents. Tu es symboliquement son père, ça peut être aussi voté différemment de ce qu'il me semble qu'il pouvait voter. À table ou avec mes enfants, je ne parlais jamais politique. Tu parles, et quand je te réponds, t'écoutes pas, tu parles. Famille, disputes et politique, lundi à 22h30 sur Public Sénat. 3, 2, 1. Mais non, mais j'ai pas le temps là. Non, je peux pas te parler. Et tu pars où là? Je fais un tour de France. Là, on va rencontrer plein de gens, les gens qui font la France. Alors, il y aura des sénateurs, des artistes, des scientifiques, enfin tout, quoi, les gens qui font la France. J'accepteriez la souveraineté corse. Vous comprenez bien que je ne suis pas pour une souveraineté corse. Donc c'est assez amusant de voir ici du rock dans la cour d'honneur. Moi, je suis au contraire ravi. La séance est ouverte. Le travail parlementaire, ça consiste à examiner les textes ligne par ligne et mot par mot. Ah, le terrain, oui, c'est essentiel. Celui qui n'a pas de terrain, il est en l'air, c'est le cas de le dire.
Il est dans l'abstrait, il est dans les artifices de la politique politicienne, dirons-nous. J'aime bien qu'on me dise encore que je suis un jeune sénateur. Le travail du Sénat, c'était un travail de joaillier. Vous avez une vision de la France très particulière, monsieur. Oui, je n'aime pas les riches. Alors, je n'aime pas les riches, j'en conviens. J'aime pas les riches, lâchait-il il y a 6 ans sur un plateau télé. Cette réplique, largement commentée, a fait de François Hollande l'antithèse de Nicolas Sarkozy, qualifié quant à lui de président des riches. Mais qui sont ces riches? Comment le gouvernement en parle-t-il et avec quelle stratégie de communication? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, ce dont on parle beaucoup à l'heure des hausses d'impôts et des fins de mois difficiles. Déshabillons-les, présenté par Hélène Risser, c'est samedi à 23h45 sur Public Sénat.